C'est l'essence de l'intelligence relationnelle tout court. C'est Mmh. ce je relie, 2 entités qui en soi n'ont rien à voir de l'un et l'autre. Du bagou sans exemplarité, c'est une façade, c'est un peu mou. Oui. L'exemplarité sans bagou, c'est un peu plus invisible en fait, du moins Mmh. c'est un peu moins marquant. Enfin, le contrôle, si c'est trop exercé en entreprise, ça veut dire manque de confiance. Donc confiance, c'est pour moi, le socle 2 du pouvoir de l'intelligence relationnelle. Mais ce que tu disais sur le fait de s'ouvrir, me fait penser à une phrase que j'avais lue quand j'étais ado, que être cool, c'est être complètement soi-même. C'est faire le truc qui te plaît et l'assumer totalement. L'intégration et l'adaptation dans une culture, ça pour moi commence par une vraie volonté de s'ouvrir, une vraie volonté aussi de comprendre et Mmh. s'adapter. Ce que tu dis, c'est la croyance fondamentalement que l'autre va t'aider et que dans l'autre, il y a une solution plutôt qu'un problème. Et ça, ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que c'est un prérequis du coup, à la vulnérabilité. Parler dans Le Monde sur l'espoir, c'est Jane Goodall. Elle est décédée à l'âge de Mmh. 91 ans. Et déjà à l'époque, à 13 ans, j'ai appris d'elle d'espérer, d'avoir de l'espoir, de ne pas abandonner. En tout cas, voilà, je suis vraiment excité de cette conversation. J'ai découvert du coup ton livre et j'ai regardé aussi quelques-unes de tes conférences. Il y a vraiment beaucoup de choses que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses aussi que tu développes qui font écho à ce que je fais moi en tant que coach dans mes sessions. Donc vraiment, j'ai hâte de voir comment on peut confronter nos points de vue là-dessus. Et je voulais absolument te recevoir dans ce podcast parce que toi, tu as un bagage assez atypique, aussi assez impressionnant parce qu'en fait, tu as un quadruple bagage. Tu as un bagage corporate, tu es speaker, tu as ton bagage aussi sur l'intelligence relationnel, donc un peu émotionnel, et c'est tout ce que tu fais avec Merck Vision. Et puis aussi, tu as aussi le bagage académique, puisque tu Voilà. enseignes en école. Donc, je trouve que voilà, Les professeurs, hein, tout ça. c'est pas uniquement enseignement parce qu'il y a beaucoup qui sont vacataires. Là, c'est vraiment Mmh. professeur, plein temps. Je dirige un master, j'ai toutes les obligations qu'un professeur a pour sélectionner les futurs pépites après leur prépa. Voilà et aussi évaluer des thèses et tout ça. Donc c'est bien Mmh. au-delà de juste enseignement, donc c'est costaud. Moi je dis toujours, j'ai 2 métiers à temps plein qui est un, c'est vraiment conférencière et tout ce qui me porte sur le pouvoir de l'intelligence relationnelle pour inspirer les entreprises et leurs collaborateurs et le deuxième, c'est, inspirer les jeunes pour les faire grandir, Mmh. pour leur future vie. Génial. Génial. Bah, je voulais te recevoir moi à mon micro parce que tu explores des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc dans ce livre que tu viens de publier, qui s'appelle Le pouvoir de l'intelligence relationnelle, on a la magnifique Mmh. affiche derrière. Et ce que tu explores, c'est le leadership surtout, et le leadership par l'intelligence relationnelle. Mmh. Et tu as même aussi un peu exploré dans ton livre l'impact de l'IA sur cette dimension Mmh. là. Moi, le Mmh. fil rouge que je voudrais avoir dans cet épisode, c'est l'intelligence relationnelle comme miroir de soi, parce que je trouve que tu incarnes un peu cette tension qu'on vit tous. C'est pour devenir plus intelligent relationnellement, faut aussi se transformer en profondeur. Et cette transformation, Mmh. parfois, elle peut avoir un coût, deuil de soi, de partie de soi, de la fatigue empathique, parfois des paradoxes d'authenticité. Donc c'est un peu cette tension en fil rouge que je veux qu'on explore aujourd'hui. Donc, mais avant tout ça, Michaela, est-ce que tu veux bien peut-être te présenter? En quelques mots, je pense que pendant tout cet épisode, vous allez me découvrir. Mon origine, je pense que c'est important de commencer avec l'origine. Je suis allemande, en fait, d'origine, mais depuis 25 ans, j'habite à Paris, maintenant en région parisienne. J'ai une famille, entre autres une fille qui a 10 ans aujourd'hui, qui est complètement trilingue, notamment bilingue aussi avec, moi, mon origine germanophone, mais évidemment le français, ça se mélange et l'anglais, pour moi, c'est pas une langue, c'est une obligation. Elle rentre Mmh. dedans également et ce qui m'anime, c'est vraiment la transmission. Donc je transmets aujourd'hui en tant que conférencière professionnelle, les entreprises et leurs collaborateurs sur ce pouvoir de l'intelligence relationnelle. Je travaille ça depuis 15 ans maintenant à travers, à commencer une thèse doctorale, mais que j'ai fait après déjà une dizaine d'années sur des postes de grand management, dans les grands groupes, L'Oréal, Estée Lauder, Marionneau et puis, en parallèle, j'ai toujours enseigné parce que je trouve l'enseignement, ça fait sens pour conceptualiser, prendre la hauteur. Donc je suis professeure, en marketing à Audencia Business School, où je dirige aussi le Master of Science in Sustainable Luxury Management. Donc c'est le luxe durable qui est aujourd'hui, je dirais, une des axes,
stratégique pour les entreprises dans le luxe qui se posent la question comment est-ce que je peux devenir beaucoup plus responsable pour le monde, pour la société. Et donc, comme j'aime beaucoup transmettre, le pôle 3, c'est les livres. Et j'écris. J'ai écrit mon premier livre il y a 10 ans. Et je viens de publier mon troisième livre il y a un mois, Mmh. mais pile 10 ans anniversaire OK. sur le pouvoir de l'intelligence relationnelle. Génial, génial, merci. Il y a déjà plein de choses où j'ai envie de rebondir un peu, mais il y a quelque chose que je voulais absolument aborder avec toi parce que donc, Mmh. moi je t'avais suivi un petit peu sur LinkedIn et j'avais vu ce que tu faisais, je trouvais ça intéressant, donc je suivais un peu ça de loin et puis un jour je me suis dit: «Ouais, il faut vraiment que j'invite Michaela, sur mon Ouais, podcast, que le pouvoir de l'intelligence relationnelle, c'est clé en fait dans la ligne ouais, éditoriale j'ai reçu et ça ton fonctionne». invitation sur LinkedIn. Je me suis dit: Ouais, ouais «OK, un podcast et sur le vin, ça me parle». ouais, c'est vrai qu'il y a il y a des choses très similaires dans finalement ce qu'on aborde. Et alors ensuite, j'ai commencé, tu vois, à vraiment approfondir mes recherches, à me dire: «Bon, OK, Michaela, qu'est-ce qu'elle a fait?» J'ai regardé pas mal de tes prises de parole et il y a quelque chose, donc avant de lire le livre, qui m'a vraiment abasourdi quand je regardais tes prises de parole, c'est que tu mets du mouvement sur scène, beaucoup de mouvement. Donc tu fais ton pitch sur l'intelligence relationnelle et cetera et puis, heu, avant de commencer ton premier TED, je crois qu'il était, je crois en 2021 ou en 2022, quelque chose En comme ça, plein milieu de Covid, ouais. il y avait une petite ouverture où on pouvait organiser en effet des Mmh. séminaires. Et il y avait, plus de 2000 personnes dans le public. Ils avaient juste hâte d'avoir un événement physique et le TED, c'était un des plus grands TED en fait en France, à Belfort. C'était géant Mmh. et comme, on parle d'intelligence relationnelle, j'ai encore des contacts avec la moitié des intervenants de l'époque. OK, excellent. Et on parlait de la confiance. C'était un TEDx sur, la confiance, mais Mmh. à tous les niveaux, hein. C'est abordé, sous plein d'angles différents parce que la confiance a plein de facettes, finalement. Mmh. Donc, génial comme expérience. Voilà. Ouais et le TED est génial. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour que les gens aillent à jeter un œil. Mais alors, moi, ce qui m'a abasourdi au début, c'est que tu commences par un poirier, Ouais, enfin une espèce de figure où tu es sur la tête. ouais. D'ailleurs, vers la fin de ton TED, tu fais un pont et après en regardant d'autres conférences, j'ai vu que tu faisais des roues sur scène et cetera et que je t'avoue que j'avais un mélange de j'étais à la fois complètement abasourdi, j'étais admiratif aussi et un peu estomaqué, tu vois, par ce move et qui en plus ne sert pas directement ton discours. C'est vraiment c'est un effet en milieu de ton discours. Alors après j'ai lu ton livre Ouais, et mais j'ai compris un peu ça mieux. sert justement. Il faut que ça sert pour que les gens Mmh, comprennent à travers le mouvement que j'introduis au début, que j'explique pendant, parce que je parle pendant mon mouvement. C'est pas que je fais mon mouvement et après je parle. Non, non, c'est mmh, pendant je parle et après j'explique encore. Et c'est là où les gens commencent à vraiment comprendre par la vue, par les émotions et par la parole, ce que c'est. En fait, j'illustre toujours les mouvements qui sont essentiels, qui sont fondamentaux pour comprendre ce mmh. pouvoir de l'intelligence relationnelle. Ouais et Le après mot ce que je découvrais dans ton livre, c'est que, heu, c'est un élément de surprise aussi. C'est quelque chose qui vient, finalement un peu marquer quoi, les ouais. esprits, et qui et ça vient, marche parce que des gens qui m'ont vu sur scène 5 ans, 10 ans même plus tard, ils me disent la première chose, c'est: «Ah, je me souviens la roue que tu avais fait sur scène là, c'était fou» ou le pont. Et aujourd'hui, ça fait partie des briefings au début quand une entreprise veut m'inviter comme speaker sur scène. Ils me disent: «Mais rassure-nous, tu vas quand même faire l'acrobatie». c'est vrai, C'est c'est ouais. excellent. Et il y avait un événement où je l'avais pas fait. Ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu avais pas fait l'acrobatie? Mmh. On l'attendait tant». J'ai dit: «Oui, si j'avais eu de la place, oui, mais donnez-moi une scène où je peux le faire». Aujourd'hui, je m'adapte et je le fais même dans des espaces microscopiques, parce que je vois à quel point c'est une vraie valeur ajoutée pour la compréhension de mes propos. Mmh. Ouais, donc il y a donc ce que tu disais pour bien comprendre, c'est qu'il y a à la fois cet élément de surprise, mais quand même ça sert ton discours. Parce que c'est vrai que tu Vraiment. par exemple, quand Le tu fais le pont, valorisation c'est parce que tu expliques que ça fait un pont entre 2 sujets et tu entre marques encore plus 2 comme ça ton personnes. propos. C'est en fait, Mmh. c'est l'essence de l'intelligence relationnelle tout court. C'est Mmh. ce je relie, 2 entités qui en soi n'ont rien à voir de l'un et l'autre. Comme chaque personne est un individu avec son caractère et sa personne et sa Mmh. personnalité, normalement, ils sont pas forcément faits pour se parler.
Et quand on ajoute à tout ça la culture et toutes les différentes cultures et les facettes, nos croyances, nos religions, nos goûts, nos styles, bah, on n'est pas forcément fait pour faire des choses ensemble et se parler, voire vivre ensemble ou travailler ensemble. Or, si je crée ce pont, donc il faut que je m'assouplis. euh, c'est arrondi. Quand on regarde Paris, Mmh. les ponts de Paris, et j'ai fait une balade ce week-end où je me suis amusée à faire ce pont entre juste devant le pont Saint-Michel, un des plus anciens ponts de Paris. On ne peut pas traverser ce pont, cette rivière, si j'ai pas une structure solide en fait. Et Mmh. c'est ça, finalement, l'intelligence relationnelle, la création des liens entre deux entités qui en soi ont du mal à coopérer, à collaborer, à travailler ensemble. Mais en tant que, si j'ai cette intelligence de créer cette relation, et je l'illustre avec mon corps, là, Mmh. là, je peux permettre aux gens de traverser le pont et de donner la main aux autres et de faire quelque chose qui est absolument magnifique. C'est je crée une valeur ajoutée à tout ça. Mmh. OK, super. Bah, tu vois, j'allais te demander ce que c'est l'intelligence relationnelle, mais c'est déjà un très, très beau une très bonne entrée en matière. Mais pourquoi c'est si important, l'intelligence relationnelle pour toi? Ah ben, tu sais, pour moi, l'intelligence relationnelle, c'est le socle du fonctionnement d'une société. À partir du moment où les gens sont capables de comprendre l'autre, parce que intelligence relationnelle, hein, si tu regardes un petit peu l'origine du mot intelligence, c'est savoir relier des choses. Ça, voilà. La relation, relationnelle, ça veut dire que relatio, j'ai la capacité de relier de retour, de nouveau, des choses entre eux. Et donc, intelligence relationnelle, c'est cette capacité de pouvoir relier les êtres humains avec aussi une capacité d'interpréter des choses fines que je ne vois Mmh. pas normalement. Donc, je creuse en dessous de la surface pour pouvoir établir des choses même non verbales, pour établir des relations efficaces, solide, durable. Et ça, Mmh. regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a tellement de tensions politiques, des guerres très proches, un peu partout, Mmh. euh, où on a des tremblements dans les entreprises, où les jeunes veulent partir, veulent plus rester, les plus âgés, ils ont des burn-out parce qu'ils en peuvent plus. Et quand tu regardes dans l'entité la plus petite, la famille, on n'avait jamais autant de divorces où les gens en peuvent plus. Et tout ça, pour moi, c'est malheureusement un reflet de l'incapacité des personnes aujourd'hui à créer cette intelligence relationnelle. Ça veut dire Mmh. la capacité de vivre ensemble, quelle que soit mon origine, ma croyance, mon âge aussi, les genres hommes-femmes. Et donc, c'est devenu pour moi une vraie mission, une obligation même, de le publier, de mettre noir sur blanc, la chose sur laquelle je travaille depuis plus de 15 ans maintenant, Mmh. en Mmh. commençant avec une thèse doctorale même. Voilà. Mais pour le rendre vraiment concret, je voulais plus que l'intelligence relationnelle devienne quelque chose de nébuleuse, de non tangible. Il fallait que ça devienne tangible à travers Mmh. cet ouvrage, à travers mes conférences, à travers les formations, à travers tout ce que je fais, avec l'objectif de montrer aux gens, hé, là, je vous donne 30 règles d'or. Là, ils ont, hein, les 30 règles d'or, je vous les donne pour pouvoir finalement apprendre de nouveau à créer le pont Mmh. avec. Génial. Alors justement, peut-être, que tu peux illustrer ça avec une de tes expériences personnelles, mais donc toi, tu es allemande, tu le disais, tu vis à Paris depuis 25 ans et on sait que, bah, les codes relationnels allemands et français sont radicalement, différents. Bah, tu vois, même moi, j'étais en couple d'ailleurs avec une Allemande pendant 3 ans, tu vois? Donc je l'ai vécu aussi personnellement, c'est parfois ces C'est problèmes de difficile. communication. Je vois un peu ce que c'est. Donc ouais, en Allemagne, il y a un peu ce ton, tu vois? C'est direct, efficace, avec une hiérarchie claire, les choses sont droites. Alors qu'en Mmh. français, c'est un peu plus indirect, c'est un peu plus politique, il y a importance du savoir-vivre, donc mettre les formes Oui. et cetera. Et donc comment, tu vois, tu navigues les codes relationnels entre, tu vois, français ou d'autres cultures, tu vois, avec lesquelles tu as travaillé? Est-ce qu'il y a un moment, tu vois, où culturellement tu t'es «planté» entre guillemets, où il y avait cette divergence de codes? Mmh. Très, très bonne question. Mais très large, hein. Je pourrais te parler pendant une semaine juste là-dessus. Hem, mais
comment je vis en fait cette différence? Au début, quand je suis arrivée en France, si on commence avec ça, je parlais pas la langue, je parlais pas français. Je suis arrivée par contre parce que j'avais envie de me challenger, de plonger dans une culture qui n'était pas la mienne, pourtant à côté de l'Allemagne. J'avais envie de plonger dans la langue pour, commencer voilà, à la comprendre. J'ai vite compris aussi que en France, les exigences pour maîtriser la culture sont tellement élevées que si tu vas pas très rapidement cerner les codes, si tu vas pas Mmh. cerner rapidement la langue, si tu vas pas cerner rapidement le fonctionnement de la structure sociétale, bah, tu vas pas survivre et tu es gentiment Mmh. invité de partir. Donc du coup, j'avais envie d'être un peu comme un caméléon, mais ça passe d'abord par l'observation. J'ai vécu pendant assez longtemps dans des familles d'accueil parce que je voulais, être immergée totalement dans la culture et c'est ça pour moi aussi une façon de sentir les choses. Il faut que je sois plongée à 100% dans la culture pour, parler la langue, pour vivre la langue, pour observer, la situation sociétale. Et c'est là où j'avais aussi de la chance de fréquenter des personnes qui ont beaucoup réussi dans leur vie, où les enfants, bah, ils ont fait école polytechnique par hasard, hein, je Mmh. connaissais pas avant, et ont fait HEC, les parents, extrêmement, bien connectés. Et c'est là où j'ai compris, dès le début, waouh, OK. Si tu veux réussir en France, je dis en France, hein, c'est pas Mmh. vraiment valable ailleurs. Il faut avoir fait une école de commerce, idéalement, parce que moi je viens du monde business, et ça va t'ouvrir les portes. Et je me suis renseignée. Il y avait, dans mon métier, bah, les écoles comme HEC, ESCP, ESSEC, voilà, dans les rankings. Il y avait déjà les rankings à l'époque. Ça Mmh. n'existait pas en Allemagne. En Allemagne, on a les universités par ville et ce qui compte, c'est les notes. C'est vraiment la performance en soi, et pas Mmh. forcément l'endroit où on a étudié. En France, j'ai vu que ce qui compte, c'est aussi l'endroit où on a étudié pour pouvoir le mettre sur son CV. C'est vrai. C'était complètement nouveau pour moi et donc j'ai vu aussi que c'est très cher, mais je voulais pas embêter mes parents de leur pomper de l'argent pour pouvoir, encore financer des études pour me faciliter l'intégration dans la société française. Mmh. Et j'ai vu que en Allemagne, il existe un organisme d'échange qui est d'ailleurs le plus grand dans le monde pour faciliter les échanges entre étudiants et écoles, OK. qui s'appelle la DAAD, c'est l'organisme des échanges international qui fête cette année d'ailleurs 2025 les 100 ans d'existence. OK. Et ils avaient une bourse de l'État pour une personne par an pour étudier dans une école de commerce en France. OK. Voilà. Donc j'avais postulé, je l'ai obtenu et sans ça, je serais pas venue en France. Donc pour répondre à tes questions, l'intégration et l'adaptation dans une culture, ça pour moi commence par une vraie volonté de s'ouvrir, une vraie volonté aussi de comprendre et Mmh. s'adapter en respect de toute anomalie ou différence d'une culture à ce qui est l'autre, parce que c'est un peu mon hôte. C'est le hôte qui m'invite Mmh. à m'accueillir et si je veux vraiment rentrer dans cette culture-là, voilà, je m'adapte. Mais ça veut pas dire que j'écrase mes propres Ouais, je racines m'efface, oui. Ouais. culture. Au Mmh mh. contraire, je la garde. Donc, il faut toujours, garder les racines, il faut toujours rentrer dans sa culture régulièrement pour pouvoir, la maintenir, tout en intégrant comme une éponge les nouvelles facettes culturelles qui sont celles du pays de l'accueil. Mmh. Est-ce que tu as eu un moment, toi, en particulier où, tu vois, en arrivant en France, en allant étudier en école de commerce, où tu as eu un peu ce choc et cette réalisation de te dire: «OK, ça fonctionne pas pareil, en fait», tu vois? Est-ce que tu as quelque chose précis qui t'a marqué à l'époque? Alors oui, oui, bah, plein, 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 hein. C'est ce qui m'a vraiment choquée, c'est dans une conversation, notamment en groupe, les Français adoraient faire des blagues, rigoler, être beaucoup en clan aussi. En Mmh, clan, chambré aussi un peu, ouais. Mmh. ouais, chambrer, parler vite. Donc en fait, pas beaucoup Mmh. d'efforts, de ralentir ou de se dire: «Ah, il y a une nouvelle personne maintenant dans notre groupe C'est tellement qui vrai ça, mon Dieu. parle Mmh. mal et Mmh. donc on va pas forcément switcher en anglais, non, ça surtout pas.
on va pas non plus ralentir ou on va pas non plus lui expliquer ce qu'on a dit et pourquoi on a rigolé. Donc moi, souvent, au début et sincèrement, pendant les premières 4 années, j'étais un peu à côté de la plaque pour me dire: Mmh. «Ouais, pourquoi ils ont rigolé là? C'était quoi?» J'ai vraiment pas cerné. Jusqu'au moment où, il y avait quand même certaines personnes qui avaient un esprit très ouvert, qui Mmh. souvent ont déjà vécu aussi la même situation à l'étranger, qui ont commencé à me traduire ce qui s'est passé, traduire les blagues et j'ai compris que souvent, les gens rigolaient parce que ça faisait référence à un film, à quelque chose qu'ils ont vécu pendant l'enfance, qui moi, je pouvais pas vivre et là, j'ai compris que la culture et les relations commencent déjà pendant notre enfance qui nous Mmh. forment par les parents, par, les films, par la culture, par ce qu'on mange et par la musique aussi qui nous entoure et tout ça, j'avais pas. Il me manquait ces premiers 25 Mmh. ans. Donc moi, j'avais mes références en Allemagne. Donc évidemment, il y a des malentendus, des choses qui me faisaient rire, les autres non et qui faisaient eux rire et moi non. Il m'a voilà, pour comprendre toutes ces nuances-là, il fallait beaucoup de temps et beaucoup de volonté, de respect, de curiosité totale pour ouvrir tous mes chakras, pour pouvoir après, voilà, m'adapter. Et là, deuxième choc, c'est quand je suis rentrée dans mon propre pays, au bout de 10 ans, pour prendre la direction générale chez Estée Lauder, mais en Allemagne. J'ai réalisé que j'ai vécu ma scolarité et mon enfance en Allemagne, mais j'ai jamais travaillé en Allemagne et je maîtrisais pas le jargon allemand professionnel. Je maîtrisais pas non plus les codes de travail en Allemagne. Et heureusement, j'avais une assistante, une très bonne assistante qui m'a souvent tapé sur le doigt, qui m'a dit: «Michaela, ça se dit pas comme ça». Et je me suis dit: «C'est fou, dans ta propre culture, tu te Mmh. laisses corriger et tu es obligé de te laisser corriger parce que tu es parti pendant trop longtemps». Parce que pendant les premières années, comme je venais de loin pour m'intégrer dans la culture française, j'ai coupé les ponts. Voilà, j'ai coupé les Mmh. ponts avec l'Allemagne pour pouvoir m'assimiler et je l'ai fait de trop. Et ça, Mmh. c'est jamais bon, en fait. Ah, c'est ce qu'on voit pas mal chez des binationaux, j'ai rencontré moi, j'ai un peu voyagé pour mes études, donc j'ai rencontré aussi Mmh. beaucoup de binationaux et c'est vrai qu'il y a un peu ce conflit identitaire à un moment donné où en fait, je vois ça, c'est mes origines, je viens de tel pays, mais en fait, j'ai vécu longtemps dans ce pays et puis en fait, on se rend compte que, on n'est jamais vraiment complètement l'un et jamais complètement l'autre et on fait jamais Mmh. complètement partie des uns ni des autres. Donc il y a un Mmh. peu ces qualités-là que tu développes, en fait, tu es caméléon, tu sais beaucoup t'adapter justement parce que comme tu le disais, tu ouvres tes chakras, tu absorbes énormément de choses et cetera. Et en même temps, parfois tu peux avoir un peu ce manque et ce conflit de te dire: «En fait, j'appartiens à qui vraiment?» C'est Et ça. c'est à Bah, la fois le pour la petite anecdote, en les premières 5 années en France, j'ai jamais acheté une assiette. Pourquoi? Parce que j'ai vécu dans des familles qui, eux, avaient des assiettes pour manger, l'équipement, les fourchettes, tout ça. Et j'avais toujours un pied en Allemagne, un pied en France. Donc j'avais mmh, presque peur de m'équiper trop avec des choses qui voulaient dire: «OK, je reste». Par contre, après, quand je rentrais vraiment dans la vie de travail et j'avais ouais, mon premier poste chez L'Oréal, là, je me suis dit: «OK, c'est un signe. Tu es maintenant arrivé dans le pays qui va vraiment t'accueillir, pas uniquement pendant 6 mois, comme au début quand je suis arrivée à un programme Erasmus, qui va t'accueillir pour 1 an. Non, qui va probablement t'accueillir pendant beaucoup plus longtemps. Donc là, il va falloir que tu settle down, tu mmh, mets tu vas créer tes ancrages, un nouvel ancrage, des racines et j'ai acheté, mon premier appartement, OK, voilà, dans super. le Marais. Pour reprendre ce que tu disais, sur, tu vois, le fait de créer un pont entre 2 cultures et cetera et ce que tu viens de partager là sur ton parcours, Mmh. j'ai l'impression qu'il y a quand même ce besoin, tu vois, dans l'intelligence relationnelle quand tu veux créer ce pont-là et le solidifier, Mmh mh. de créer des références communes, tu vois? Alors là, dans ton cas, c'est le fait de du coup, ouvrir ses chakras, vivre aussi ça tu disais ça a pris un moment parce que pendant ce temps-là, tu les as acquéris ces références, les films, les anecdotes et cetera. Et la langue, Et puis la et la langue langue, ouais. Mmh. essentiel. C'est la clé dans chaque culture. La clé de l'intelligence relationnelle pour moi, c'est déjà la langue. Mmh. Au Mmh. moins, il faut pas être parfait, mais au moins la volonté de la parler, oser de la parler, oser de intégrer et sentir aussi des nuances de ce qu'on dit et pas uniquement la langue écrite, mais ce qui se dit, ce qui se communique.
la communion. Mmh. Je voulais t'amener, un premier élément de discussion. Tu vois, en lisant ton livre, je me suis dit, «Bon, c'est vraiment intéressant de poser les concepts comme ça avec les différentes qualités humaines». Donc, tu dis par exemple, l'écoute active, le fait de l'authenticité et cetera. Tu te découpes d'ailleurs en 5 grands pouvoirs, donc, Mmh. l'empathie, l'écoute et cetera, la passion, la fierté authentique aussi, je crois Bah, les et 5 grands pouvoirs, hein, comme tu les mmh, abordes, hein, c'est vraiment la structure du livre, hein. mmh, Ça commence mmh avec mh, l'empathie, la confiance, la capacité de partager ses passions, la capacité de générer de la gratitude. Et qu'est-ce que je dois faire pour que l'autre va me dire merci? Pas simple, mmh, hein. Et ouais, puis le 5e, c'est savoir aussi créer une fierté, hein, pas une fierté par arrogance, mais fierté authentique ouais. qui relie l'esprit famille. Et justement, j'ai l'impression que pour développer cette intelligence relationnelle, tu vois, il y a une notion de comment moi je travaille sur mon intelligence émotionnelle, tu vois, comment je me connais en profondeur et cetera Mmh. Mmh. et j'ai l'impression que quand tu veux travailler ton empathie, ta disponibilité, ta curiosité, ton écoute, bah, en fait, tu fais aussi le deuil, tu vois, d'une ancienne version de toi. Mais peut-être que quand je deviens plus empathique, peut-être que je perds ma capacité à trancher rapidement. Si je deviens plus disponible, peut-être que je perds ma capacité à, me protéger. Si je deviens plus curieux, peut-être que je perds mes certitudes, qui peuvent être, confortables, pour moi. Mmh mh. Mmh. Donc ma question pour toi, c'est est-ce que tu as dans toute ton évolution et dans tout cet enseignement que tu fais de l'intelligence, relationnelle, est-ce que tu as dû faire le deuil d'une partie de toi, pour gagner du coup ce surplus d'intelligence relationnelle et si oui, laquelle? Mmh. Oui, deuil. Deuil, c'est un peu négatif quand même, mais deuil quand Mmh. même, ça veut dire, adieu à quelque chose. Je pense qu'il Ouais. faut jamais dire adieu totalement à quelque chose. C'est pas bien parce que du coup, je perds l'ancrage, hein. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est essentiel si on veut être cohérent avec soi-même. Moi, je viens du monde marketing. La cohérence aussi d'une marque est l'essentiel. Les plus grandes marques aujourd'hui qu'on connaît, les plus grandes et plus belles marques aussi dans le luxe, elles sont cohérentes parce qu'elles regardent toujours vers leur origine. Et je pense que pour l'homme, c'est vrai aussi. Il faut jamais couper avec ses racines pour rester cohérent avec tout ce qu'on fait finalement et toutes les décisions qu'on prend dans notre vie. Après, il y a des choses sur lesquelles on se dit, OK, si je maintiens ça trop fort, je peux pas franchir la prochaine étape et aller plus loin. Et je pense par exemple à quelque chose qui est l'impatience. Voilà, moi je me suis rendu compte que j'étais très impatiente par cette envie de progresser tout le temps, de d'avancer vite, vite, vite. Mmh. C'est beaucoup dans ma nature, hein, parce que je suis extrêmement curieuse pour découvrir tout ce qui m'entoure, pour découvrir l'homme, pour découvrir l'autre. Mais si je suis trop impatiente, parfois, je prends trop de vitesse pour les autres. Et donc, je peux, dans ce cas-là, me retrouver seule, peut-être devant, mais après, les autres ne me suivent pas. Et comme Mmh. je parle dans mon livre beaucoup de leadership, eh ben, un leader, c'est aussi quelqu'un qui arrive à embarquer les autres mais pas lui devant, seul et après les autres, sont pas là, mais ils suivent aussi. Ils arrivent à suivre un rythme, on va dire similaire. Peut-être pas le même parce que quand même celui qui est le leader en général, il est quand même un peu plus rapide encore ou il voit plus rapidement vers où on va aller, mais il embarque les autres. Et figure-toi où j'ai appris énormément sur comment je peux ralentir, comment je peux gagner en patience, c'était en Indonésie. Mmh. OK. Et j'ai partagé avec toi que dans mes premières études, pendant 7 ans en école de commerce en Allemagne, à l'université Passau, qui est d'ailleurs une des universités où on peut apprendre le plus de langues du monde, extrêmement OK. internationale, mais elle est au milieu de nulle part, entre à la frontière autrichienne, tchèque et toujours en Allemagne. Et dans cette, université, j'ai étudié, le business en Asie, notamment Asie du Sud-Est et j'ai appris l'indonésien, le bahasa indonésien. Et en vivant là-bas, j'ai vu que c'est pas du tout le même rythme et tu peux Je pas confirme. attendre que les et tu confirmes parce que tu vis à Bali. Hem, c'est Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux juste que quand tu fonces. Au contraire, Mmh. voilà, tu fais avec la situation qui t'est donnée et même s'il est inattendu, voilà, tu t'adaptes. Tu adaptes au rythme et patience et la patience, à un moment donné, elle va porter ses fruits, tu vas l'obtenir et Mmh. à force de vivre pas mal de temps en Indonésie, ça m'a vraiment ralenti pour, au moins accepter
d'être obligé de ralentir voilà, quand c'est opportun, quand c'est important. Ouais, ça fait tellement écho ce que tu dis. Tu vois, moi, j'ai grandi comme un tennisman, enfin, semi-pro. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tennis en compétition. Donc, Mmh. tu vois, j'ai été biberonné, au fait de, là, tu vois, aller vite, les objectifs, progresser vite, et cetera. C'est quelque chose que j'ai emmené derrière dans ma vie. Oui, Et du coup, tu vois, toujours, aller le plus vite possible, performer, performer, performer. J'ai pu avoir le même sentiment que toi. Et ici, tu vois, j'ai mis longtemps à le décoder, que parfois, mmh, au contact des Indonésiens, je m'énervais, en fait. Je perdais patience, et j'avais presque du mépris, tu vois. Et donc j'ai pris une seconde et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis comme ça? J'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie de maîtriser les Indos. D'ailleurs, si il y a bien une culture qui m'inspire, c'est eux justement dans la manière de ralentir, d'avoir un rapport à l'autre, de pas avoir d'individualité. Il y a vraiment un rapport au collectif ici qui est très très fort. ouais. Et donc voilà, et donc tu vois, c'est là où j'ai dû faire un travail sur moi pour comprendre, mais d'où ça vient, ce besoin Mmh. d'aller vite tout le temps, qu'est-ce que ça dit de moi, de quoi j'ai peur. Tu vois, Mmh. j'ai grandi dans un schéma où c'est un gros travail que j'ai fait sur moi cette année, tu vois, où comprendre que j'avais travaillé un peu, enfin la performance, c'était mon schéma pour être aimé, tu vois. J'attendais la validation de mes parents, de mon père en particulier, et du Mmh. coup performance, 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 parce que c'était mon schéma qui me disait si je performe et que je suis excellent, bah du coup on va m'aimer, tu vois. Je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai emmené ça dans beaucoup de choses dans ma vie. Tout revient à l'enfance. Il y a une phrase que j'adore qui dit, c'est un schéma que j'adore qui dit en gros de 0 à 18 ans, c'est tu l'enfance, et puis de 18 ans à la fin de ta vie, c'est gérer les traumas de l'enfance. Et c'est un peu vrai. Bah, C'est un peu tu vrai. l'as peut-être, vu parce que je l'ai Mmh. développé dans une des règles de mon livre, l'abondance. C'est la Oui. règle numéro 11 et en fait, là-dedans, quand tu parles de tes parents, moi, c'est mon père, en fait, qui m'a énormément Mmh. influencée, mais c'est mon modèle, mon leitmotiv, qui lui, était un très grand dirigeant d'une banque, a dirigé des grosses équipes et a toujours joué au ping-pong, tennis de table. Mmh. OK. Aujourd'hui, il a 82 ans et il est tout simplement champion d'Europe en ping-pong et OK. se prépare Excellent. actuellement pour les championnats du monde à Séoul l'année prochaine pour participer et remporter, il espère une médaille, une jolie, peut-être dorée, à voir. Mais la compétition, elle est grande parce qu'il y a les Asiatiques, notamment les Chinois et les Japonais qui sont très, très forts aussi, mais cet esprit quand même de la compétition, de l'ambition, du Mmh. dépassement de soi, de l'excellence, je l'ai, hérité de sa part et je le remercie Mmh. pour ça parce que je pense sans ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ou difficilement en tout cas, remporter tes petites victoires dans la vie, que ça Mmh. soit professionnel ou personnel, parce qu'il faut se fixer des objectifs. Il faut essayer, je pense, en tout cas ça fait un plaisir fou, d'essayer je dépasse, mon état actuel, mon statu quo pour devenir meilleure, Mmh. pour, me mesurer moi, pas forcément contre les autres, mais, m'améliorer dans ma façon d'interagir avec les autres, à m'améliorer dans ma façon de performer, sur la prise de parole en public, hein, dans mon cas, heu Mmh. et c'est la vie, c'est un chemin d'apprentissage, sans fin Et d'ailleurs. tu vois la manière dont j'ai réussi à le transcender, ce truc, c'est de me dire, en effet, c'est un cadeau incroyable d'avoir hérité de ça. Tu sais, Mmh. ce rapport à l'excellence, à la performance, moi, ça m'a permis de faire des choses de fou dans ma vie que potentiellement d'autres faisaient moins ou avaient moins ce Mmh. grind spirit, tu vois, d'aller, de Mmh. foncer, et cetera. Donc Mmh. c'est un cadeau, tu vois, c'est un vrai truc de waouh, tout ce que ça te permet de faire, Ouais. cette énergie-là. Mais je me suis rendu compte que jusqu'à très récemment, c'était quelque chose que j'avais en mode survie, tu vois. C'était quelque chose qui était activé par défaut. Et la manière dont aujourd'hui je veux le transcender, c'est d'être capable de le mobiliser, mais quand j'ai envie, tu vois, Mmh. quand vraiment je me dis, OK, là, c'est le moment, on va se mettre en mode compétition, on va y aller, on va tout Challenge, déchirer, mais que ce soit plus quelque chose par défaut, tu vois, qui oriente tous mes choix de vie, ma manière de réfléchir, ma manière de me comporter. Donc, exactement. c'est ça que je trouve intéressant dans le deuil de soi, c'est ce que tu disais, faut pas renoncer, c'est qui tu es, mais c'est comment tu fais la paix un peu avec pour du coup pouvoir transformer ton rapport à toi-même et puis du coup C'est aux ça autres. et pour te dire, je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Évidemment, j'ai aussi pratiqué du sport. Presque tous les sports que j'ai faits, c'était avec un niveau de compétition, que ça soit le ski, la natation, Mmh.
Et surtout la gymnastique acrobatique, parce que c'était un sport que j'ai commencé à l'âge de 3 ans. J'étais rapidement sélectionnée dans l'équipe compétition. Et D'où puis, les petites figures sur scène. Alors ça y est, oui, non, mais ça vient pas de je nulle fais le part. pont justement. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait plaisir de le faire parce que ça connecte directement avec mon enfance. On s'est pas tiré par les cheveux. Mmh. J'ai remporté des très jolis trophées, notamment championne d'Allemagne. Donc, c'est, c'était beaucoup d'entraînement pour obtenir ce niveau d'excellence. Mais là, c'est vrai que un autre deuil, à part l'impatience que j'ai évoquée tout à l'heure, et accepter de ne pas être parfaite. Parce que si je porte le perfectionnisme en moi, ça veut dire que je vais toujours aller jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, la vie, elle est trop rapide. On ne Mmh. peut plus se permettre d'aller jusqu'au bout des choses tout le temps, surtout. Sinon, on devient dingue. Et sinon, on pète un câble, tout simplement. Et il faut se dire, OK, stop, Mmh stop. mh. Et je dessine un tableau. Le peintre, il a son pinceau. Il a mis en place ce qu'il voulait. Il a intégré le style qu'il voulait, qui est le sien, qu'il incarne totalement. Mais il faut savoir dire, OK, maintenant je pose mon pinceau, finish, Mmh. et je peux l'accrocher ou je peux le vendre. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'était pas évident. Venait vraiment d'un univers très concurrentiel et très compétitif et très perfectionniste pour être un peu numéro un, toujours être sur le podium, toujours une petite médaille d'or sur le cou. De se dire non, j'accepte aussi peut-être la médaille de bronze à un moment donné pour pouvoir avancer et franchir un cap et passer à autre chose. Mmh. Et c'est plus sain, en fait. Ouais, Ouais. complètement. Ouais, bah, ça, tu vois, ça c'était un gros sujet pour moi. Je pense que c'est un sujet pour énormément de personnes, ce rapport à la perfection. Et ouais, c'est déjà de se rendre compte que, enfin, moi, ça a été un gros truc pour moi, tu vois, de se rendre compte que la perfection, qu'est-ce que la perfection? En fait, c'est inatteignable, c'est un concept abstrait qui te fait continuer à essayer de l'atteindre, alors qu'en fait, ça Mmh. n'existe pas, tu vois. Mmh. Donc c'est impossible de se fixer ce genre de standard parce que c'est totalement irréaliste. Et je me suis rendu compte qu'en lâchant, tu vois, la perfection, j'ai aussi lâché le besoin de contrôle. Que quand tu veux faire quelque chose de Mmh. parfait, tu sens que tu as besoin de maîtriser tout ton environnement, tous les paramètres. Donc ça te donne aussi, tu vois, d'où l'impatience aussi, etc. Et en fait, en lâchant la perfection, je me suis rendu compte que progressivement, je me laissais aller à une forme de lâcher prise de Mmh. l'instant, de la rencontre, tu vois, de pas être tout le temps dans je fais ça pour, mais plutôt dans le OK, là on va Et laisser les choses se tu passer, on évoques va voir ce qui se passe et avoir cette confiance là, tu vois. ouais, tu évoques un mot intéressant, le contrôle. Alors, le fait, qu'on cherche plus à faire la perfection à tout prix, moi, j'ai commencé à pouvoir faire beaucoup plus de choses. Souvent, aujourd'hui, on me dit: «Comment tu arrives à faire autant de choses?» Être Mmh, professeur, faire des conférences, voyager dans le monde entier, faire des formations, écrire des livres et à part ça, être dans des conseils d'administration, des grands groupes, plein de choses. Je dis: «J'aurais pas pu faire tout ça si j'étais toujours dans ce mode perfection à tout court». mmh, Je vais pas dire mal faire, non, pas du tout, mais accepter de ne pas faire toujours jusqu'à la pointe. Et sur le côté contrôle, c'est, aujourd'hui je constate, enfin le contrôle, si c'est trop exercé en entreprise, ça veut dire manque de confiance. Donc confiance, c'est pour moi, le socle 2 du pouvoir de l'intelligence relationnelle, cette capacité de pouvoir instaurer de la confiance autour de soi, face aux autres, la confiance soi-même. Et les dirigeants qui ont ce besoin de contrôler tout le temps tout, ils perdent en fait leurs collaborateurs. mmh, Et il y a un phénomène qui a gagné beaucoup d'ampleur depuis Covid d'ailleurs, c'est ce départ silencieux, mmh, quiet quitting. C'est immense, c'est immense. Il y a une étude de Gallup qui a été faite d'ailleurs où ils ont trouvé que 60% des collaborateurs dans le monde aujourd'hui déclarent avoir quitté émotionnellement leur entreprise parce qu'ils sont plus du tout alignés avec leurs valeurs, avec les valeurs du dirigeant notamment, parce qu'ils leur font fait pas confiance, parce qu'ils les contrôlent de trop. Et ce super contrôle nous coupe les relations. Et ça, c'est le début de la fin d'une mmh. relation en entreprise, d'une relation entre hommes et femmes, en couple, d'une relation d'ailleurs nationale ou internationale. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à, il y a pas mal d'études et de travaux là qui sont sortis sur justement des entreprises qui avaient choisi de donner, à l'inverse, tu vois, congé illimité
et qui se sont rendus Mmh. compte qu'en fait, les gens non seulement ne prenaient pas plus de congés, mais Mmh. en plus, il y avait une augmentation de la productivité de 30%. Parce qu'en fait, quand tu viens au travail parce que c'est ton choix et que t'es Mmh. pas obligé de le faire, bah, ça Mmh. change tout dans ta perception de faire les choses, quoi. Et C'est quand ça. tu décides de faire confiance complètement aux gens, ouais, Mmh. probablement qu'il doit y avoir quelques abus à la marge, mais C'est dans ça. la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Exactement, et ceux, en fait, qui ne suivent pas, ce sont ceux qui, tôt ou tard, auraient quitté l'entreprise de toute façon parce qu'ils sont plus alignés. Mmh. Donc c'est ça. Par contre, ce symbole de «je fais confiance», ça crée, des ambassadeurs de l'entreprise pour dire: «Ah, on me comprend, on me fait confiance dans mes actes, dans mes prises de décision, on me laisse cette autonomie», et du coup, ça me permet d'agir, en toute liberté. Mmh. D'ailleurs, souvent, quand je parle de ce point en séminaire, je parle de mon expérience en Corée du Nord. OK. Je suis allée en Corée du Nord, il y a quelques années. Et c'est là où j'ai appris et j'ai vécu l'opposé. Ça veut dire que vivre sur ou sous le super contrôle. Le contrôle à tous les niveaux, évidemment filmé, des caméras, le contrôle de mots, le contrôle entre l'autre, hein, parce que j'étais obligée de marcher, de quitter mon hôtel où j'étais seule d'ailleurs, parce que j'étais la seule touriste en Corée du Nord à ce moment-là, où j'étais entourée toujours avec mes 2 gardiens du corps, Kim et Kim, à droite, à gauche, et eux, ils se contrôlaient, ils me contrôlaient moi de ce que je disais, et c'est tellement oppressant, d'être dans une sensation de super contrôle qu'au final, on n'ose plus à dire des choses. On n'ose plus à s'exprimer, on n'ose plus à poser une question, et donc on devient muet, et une société muette, ça veut dire plus d'échanges, plus de relations, plus de vie, tout simplement. Le contrôle, quand on est sur le super contrôle, bah, on surveille tout ce qu'on dit et puis ça rend une société qui est muette. J'en suis assez. Oui, effectivement, donc en fait, bah, à la fin, c'est vraiment, les gens qui se contrôlent, et on n'ose plus à parler, on n'ose plus à poser des questions, on n'ose plus à s'exprimer, et dans ce Mmh. cas-là, si je suis silencieux, si je suis muette, ça veut dire que plus de moyens d'échange, plus de Mmh. moyens de clarification, et c'est le début des mépréhensions, c'est le début des peurs, des mensonges, des interprétations qui sont pas forcément correctes ou justes, et c'est très, très dangereux. C'est très Mmh. dangereux. Début Comment des tu tensions. fais, comment tu fais toi concrètement quand tu as ce truc heu, de perfectionnisme et tu vois, tu sens que c'est là parce que ça nous quitte jamais vraiment. Tu non, Mmh je pense que la plupart des gens et nous 2 aussi, on a envie de faire les choses bien, donc on prévoit de faire quelque chose, on se dit: «OK, comment je pourrais le faire de la meilleure manière possible?» Et où est-ce que tu mets la ligne toi? Est-ce que comment tu vois, tu as des tips, des choses que tu te dis, pour te dire: «OK, en fait, là, ça suffit, il faut avancer». Comment tu fais concrètement? mh. Alors pour moi, la première ligne, c'est déjà la deadline. Ouais. Parce que dans les projets, on a tous, soit des deadlines qu'on se fixe nous-mêmes, ou les deadlines Mmh. qui sont fixées par les clients. Donc si j'ai, par exemple, un client qui m'invite à être conférencière pour leur prochain événement sur scène, bah, la date est là. La date, elle est là. Elle est pas irréversible. Donc, je sais que si je me prépare à rédiger ma conférence, mon séminaire, à lire aussi sur l'entreprise, à interviewer des personnes, notamment aussi ceux qui mandatent pour comprendre quelles sont les problématiques, les stratégies, ça, je me retrouve avant une conférence avec une masse d'informations. Évidemment aussi, mes recherches, ma conférence, on va dire, la clé de voûte, mais après je module énormément parce que je crois énormément au sur mesure pour être impactant. Donc ça nécessite un travail de préparation, mais je ne perds jamais de vue ma deadline, et j'ai un rétro-planning par rapport à ça, où je sais exactement, OK, quand est-ce que je dois avoir terminé mon discours? Quand est-ce que je dois avoir terminé les slides qui accompagnent mon discours? Quand est-ce que je dois, partager avec mon client encore les dernières questions, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, j'en ai fait des centaines et des centaines de conférences, donc j'ai vraiment un mode de fonctionnement qui est bien rodé. Mais la deadline, c'est, ce qui me guide au final, et après je fais mon rétro-planning pour avoir des objectifs intermédiaires, Mmh. et avec ça, je peux planifier. Donc quand même une capacité de s'organiser, de planifier, qui est essentielle pour ne pas se perdre et faire peut-être des choses avant les autres qui sont
qui arrivent plus tard, qui arrivent plus tard. Par exemple, une conférence, là, les dernières 2 semaines, j'ai animé 5 conférences. Donc, il fallait vraiment hyper bien m'organiser pour anticiper chacune de ces conférences-là, pour ne pas me retrouver la veille au lendemain au Mmh. je maîtrise pas mon discours, je sais pas ce que je vais leur raconter. Oh my God! Et c'est là, en fait, où ça devient stressant. Mais si Ouais, je suis ouais. préparée, c'est un plaisir. Pour moi, la scène, c'est un playground, c'est un Mmh. terrain de jeu dans lequel je partage mes paroles, mes convictions, mes visions, j'embarque tout le monde parce que c'est très interactif. Et je peux uniquement prendre plaisir si, en amont, j'ai pu vraiment bien me préparer dans, voilà, dans la timeline que je fixais moi-même. Que j'ai Mmh. fixé moi-même, ça change la donne. Il y a un TEDx qui est incroyable sur le sujet, qui s'appelle «Dans la tête d'un procrastinateur». Je sais pas si tu l'as vu? Où il explique Non. que justement il y a 3 éléments, dans le cerveau. Alors je me rappelle plus de tout, mais en gros, tu as ton cerveau rationnel, Mmh tu mh. ton petit, procrastinateur qui te dit tout. Donc le cerveau rationnel, il te dit: «Bah, voilà, j'ai ma conférence, tant, donc je vais commencer à planifier là-dessus». Ensuite, tu as le petit procrastinateur qu'au moment où il faut que tu commences à travailler, qui te dit: «Oui, mais non, ça va, j'ai le temps et tout». Et à la fin, quand tu te rapproches de la deadline, tu as le panic monster qui se Mmh. réveille, et c'est celui-là qui te fait, venir au travail pour, travailler le plus rapidement possible. C'est pour ça que la Ouais. deadline fonctionne bien. Mais il y en a, je pense, comme toi et comme moi aussi. Moi, je supporte pas cet état de panique de dernière minute, donc j'anticipe mon panic monster, et en fait, il arrive bien avant les autres, je pense. Ouais Et et c'est en pour fait, ça que du coup, je suis le souvent panic en avance sur ce que j'ai à faire. idéalement, il faut pas que le panic monster apparaît, en fait. Moi, je pense Ouais. que Mmh. vaut mieux ne pas l'avoir parce qu'un panic monster dans le panique, hein, et c'est ce que je dis aussi dans le livre, hein, quand tu paniques, tu raisonnes plus, bien. Tu es sous stress. Stress, ça Ouais. veut dire vraiment une augmentation de cortisol au niveau de des hormones qui sont tellement importants Mmh. que toutes les décisions que j'arrive à prendre, je n'arrive plus à les prendre bien. Je prends les décisions, voire aussi le raisonnement que je vais intégrer, par exemple, dans une conférence qui est pas bon, parce qu'elle est générée sous Mmh. stress. Donc en fait, ce panic monster, si je m'organise bien, j'anticipe bien et je fais des choses qui sont quand même liées par rapport à mes talents. Mmh. Ça, c'est très important aussi, hein. Si je dois faire Mmh. quelque chose qui n'est pas lié à ce que j'aime ou je peux bien faire, si je suis sur le mauvais terrain de jeu, bah, le panic monster, il arrive. Mmh. Il arrive et il reste souvent très longtemps. Peut-être il part même pas. Et là aussi, on a un scénario de burn-out, qu'il faut, Mmh. éviter. Donc, c'est toujours très bien d'être très sincère avec soi-même sur dans quoi est-ce que je m'engage et avec quoi est-ce que je souhaite gagner ma vie? C'est pas forcément toujours, la voie, que tous les autres ou les parents nous octroient ou disent, «Il faut absolument suivre ce chemin-là» ou un professeur. Non, non, c'est soi-même Mmh. aussi. Vraiment Bien sûr. écouter ta petite voix pour ça. Et je me rends compte, tu vois, donc moi, je suis coach, j'accompagne des gens qui sont dans des logiques de transition professionnelle, et je me rends compte à quel point, parfois, parce qu'on a un certain, bagage, sur l'éducation, un certain schéma familial qui a répété que, en fait, le travail, c'était ça, la sécurité, c'était ça, travailler dans un grand groupe, faire une école de commerce, qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille en coaching que j'aide, hem, à voir, les autres options, en fait. Parce qu'il y a tellement des œillères sur, voilà le chemin, et cetera, que, en fait, même quand elles ont une intuition, par Mmh mh. exemple, je sais pas, heu j'avais une coachée là, par exemple, je donnerai pas son nom évidemment, mais qui voulait partir, à l'étranger parce qu'elle voulait voyager. Donc ça, c'est l'aspiration profonde qui se manifeste, il y a une Mmh. vraie envie, et puis après elle Mmh. l'a rationalisé en disant, «Bah, en fait, je vais faire un VIE parce que du coup le VIE, ça me permettra de». Donc c'est ça que j'essaye de déconstruire souvent, c'est, en fait, tu lâches le «je dois faire parce que c'est ça le truc Mmh. sécurité», le truc qu'on t'a répété dans ton enfance, qu'est-ce Mmh. qui reste, tu vois? Si tu dois Mmh. pas, coller à ce discours-là, si tu attends la validation de personne, Mmh. bah, qu'est-ce qui reste? Tu ferais quoi là? Ouais, et ça, souvent, ça vient réveiller un peu des choses, et c'est pas facile, hein. Parfois, on a des choses qui sont tellement hard codées dans la manière dont on a grandi qu'il faut aller réveiller un peu ça. En fait, quand je regarde un peu les 10 années à l'arrière, je réalise que je me suis fixé chaque année un grand objectif. Mmh. Un grand objectif. Après des sous-objectifs, mais un grand objectif et c'est celui-là que je gardais vraiment en tête. Parfois, je me suis même écrit cet objectif à côté de l'ordinateur ou à un endroit où je regarde souvent parce que
quand on voit son objectif visuellement devant soi, on arrive à l'intégrer dans toutes les décisions, dans toutes les micro-décisions qu'on prend. Et, euh, et finalement, j'ai réussi en fait à accomplir chacun de ces grands objectifs année par année. Tout simplement, pour moi, 2025, l'objectif que je m'étais fixé, c'est de lancer lui là, Le livre. le livre, le fameux livre. Et et euh, et donc je me disais voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça devienne une réalité. Euh, et c'est pas uniquement j'écris le livre, mais je fais tout ce travail de trouver la bonne maison d'édition, donc Duno, sous quelle forme est-ce qu'ils veulent avoir présenté le livre pour que ça rentre dans leur ligne éditoriale. Euh, Hmm. Qu'est-ce que je dois faire après pour suivre aussi les différentes échéances dans la relecture, hein, parce qu'il y en a tout simplement 4 voire 5, donc c'est costaud. Mais à force de garder toujours un objectif en tête, me permet de me structurer et ne pas me faire perdre dans les tentations de faire encore une petite déviation par-ci, une petite déviation par-là. Hmm. Et, Surtout et quand on est curieux, on a cette tendance à l'éparpillement aussi, et parfois, faut réussir exactement, à... Ouais. exactement. Et c'est dans mon premier livre sur manager les vendeurs du luxe. Hein, c'est où je dessine en fait une personnalité avec un Shiva. Il y a des personnes de Shiva. J'ai essayé d'identifier les différents types de vendeurs qui existent. Et il y a des vendeurs qui sont des Shiva, qui s'intéressent à plein de choses, donc qui sont prêts à aborder plein de projets, des nouveautés, des restructurations, parce que ils trouvent ça hyper intéressant de pouvoir être impliqués dans des nouvelles missions. Mais ils n'ont pas un trajectoire linéaire comme ceux que j'ai appelé les vedettes, qui ont une chose en tête, leur objectif, et coûte que coûte, Hmm. je le suis. Je pense dans la vie, ce qui est bien, c'est d'être un peu les deux, en fait, d'avoir la capacité de intégrer de manière ouverte et modulable des nouvelles choses qui viennent vers nous de manière inattendue et les intégrer sous condition que ça va quand même nous servir de continuer notre chemin au lieu que ça devienne après soit un cul-de-sac ou un vrai énorme détour, ce qui peut ensuite faire perdre des années. Hmm. Il y a une friction que je ressens sur la vulnérabilité. Parce que la friction, c'est combien de vulnérabilité est trop ou pas assez. Parce que trop peu de vulnérabilité, en fait, on paraît un peu froid, distant, Mhm. parfait, inhumain. Mhm. Et trop, on peut paraître aussi, alors peut-être que c'est une idée reçue que tu vas m'aider à défoncer aujourd'hui, mais on peut paraître Mhm. fragile, tu vois, incompétent, voire ça peut aussi être une charge émotionnelle pour les autres. Donc toi, dans ton livre, tu valorises beaucoup l'authenticité. C'est être vrai, c'est être aligné, c'est montrer ses failles, mais Mhm. tu vois, combien c'est le bon dosage selon toi? Comment on fait pour savoir quel est le bon dosage? Euh, j'ai envie de dire impossible de le quantifier. Mmh. Ça dépend aussi de la personne et de sa capacité à rebondir. Parce que deuil, pour moi, est très lié à la capacité de ne pas rester trop longtemps quand même dans mon trou de deuil, pour me dire ok, what's next quand même. Je me remets debout après un creux, après un échec, et on vit tous à un Mmh. moment creux, on vit tous des déceptions, des frustrations, des moments de tristesse. Euh, mais la capacité de dire ok, je suis en bas, je comprends maintenant ce qui se passe, je fais mon deuil et c'est extrêmement important, mais je vais quand même essayer de réduire au maximum ce temps en bas pour remonter la pente très rapidement. Ça varie entre personnes. Il y a d'énormes différences dans la capacité de rebondir. Et je reste quand même convaincue que ceux qui arrivent à rebondir très vite, ça veut dire que ceux qui sont aussi dans la capacité de ne pas s'isoler trop longtemps, parce que dans le deuil, normalement, on s'isole, on n'a pas trop envie d'aller vers l'autre. Donc, on est beaucoup moins dans l'intelligence relationnelle, parce que c'est cette capacité d'établir des liens. Quand je suis triste, quand je suis frustrée, quand je suis dégoûtée, je veux pas aller vers la rencontre en général, mais je m'isole. Mais c'est à travers la volonté de s'ouvrir que j'arrive de nouveau à avoir des nouvelles idées, d'avoir de nouveau des nouvelles espoirs, de Mmh. voir de nouveau le verre à moitié plein et pas vide.
Et combien de fois on peut assumer finalement une déception ou une vulnérabilité. euh, Beaucoup. L'homme est fait Mmh. de pouvoir absorber beaucoup de vulnérabilité, sous condition qu'on a une attitude profonde positive vers la vie. Déjà, sous condition qu'on a une capacité d'aller vers l'autre ou une envie d'aller vers l'autre et pas à s'isoler dans la durée, ce qui est le cas dans un burn-out où je reste au lit, je Mmh. dors et je fais plus rien. Moi, personnellement, c'est aussi la religion qui m'aide, par exemple. C'est la religion, quelle que soit d'ailleurs la religion, c'est une volonté de croire en quelque chose. Si je crois en quelque chose de positif, quelle que soit cette autre croyance d'ailleurs, et c'est quelque chose de positif, sous condition que ça soit pas extrême. Bah, la semaine dernière, on a perdu quelqu'un qui a parlé dans le monde sur l'espoir, c'est Jane Goodall. Elle est décédée à l'âge de 91 Mmh. ans. J'avais la chance incroyable de la rencontrer quand j'avais 13 ans, à Gombe, en Tanzanie, où elle a fait de la recherche sur les chimpanzés et leur comportement, à quel point le comportement de l'animal est similaire du comportement de l'homme, avec les émotions très similaires finalement. L'ADN entre les chimpanzés et l'homme, c'est très similaire. Et déjà à l'époque, à 13 ans, j'ai appris d'elle d'espérer, d'avoir de l'espoir, de ne pas abandonner. Donc, à plusieurs reprises, toutes ces rencontres, aussi avec mon père, très, très positifs. Il a toujours dit: «Moi, je suis un optimiste réaliste». Hem, voilà, à force de baigner dans cet entourage des gens, plutôt positifs qui m'ont porté vers le haut comme des bulles de champagne, hem, ça m'a aidé de rebondir vite dans des situations, où j'étais down. Mmh. Ouais, ça c'est tu vois, j'avais pas ça, c'était un angle mort dans ma réflexion, mais ce que tu dis, c'est la croyance fondamentalement que l'autre va t'aider et que enfin, dans l'autre, il y a une solution plutôt qu'un problème et ça, c'est un ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que c'est un prérequis à du coup, à la vulnérabilité parce que quand tu as Mmh. cette confiance-là intrinsèque, alors que ce soit du coup, on va dire, métaphysique ou par tes expériences et cetera, bah, tu as beaucoup plus de facilité à t'ouvrir. Hein, Mmh. c'est totalement vrai, je me reconnais beaucoup là-dedans et je trouve qu'aussi, tu vois, le fait de le fait d'aller vers l'autre et justement de lâcher d'avoir ce lâcher prise, de dire: «En fait, je traverse ça, j'ai raté ça». Ça, Mmh. la vulnérabilité, c'est de se montrer avec ceux avec quoi on a un peu honte, en fait, ou parce qu'on n'est pas fier Mmh. de soi et cetera. Ouais. Et ça permet aussi d'aller traverser l'émotion qu'on peut ressentir, je trouve. Alors que si on la garde pour nous, au final, bah, elle est là, elle passe pas, elle Non. traverse pas. Mmh. Ouais, tu exploses et d'ailleurs, c'est exactement ce que je dis dans le TED Talk, où je raconte, mon histoire, qui sur le coup était très violent parce que j'étais directrice générale pour Estée Lauder, vraiment, on va dire, très visible, et on est pardon, on est très exposé quand même quand on est DG d'une entreprise et c'était au début, ça a commencé à être, assez présent en 2009-2010, la crise économique et financière qui venait des États-Unis. Travailler pour un groupe américain, hem, c'était vraiment pas évident parce qu'aux États-Unis, il y a pas cette protection qu'on a en Europe, côté, professionnel, mais on licencie quelqu'un, ah bah, il faut partir à l'heure et les premiers signaux, me montraient qu'on m'a demandé de licencier beaucoup de monde, donc c'était très dur en tant que patron de licencier ses collaborateurs de manière, on va dire pas du tout justifiée, hein. C'est juste, purement économique pour, gagner, pour réduire les dépenses. Violent. Et je pense en Europe, on aura beaucoup plus de tolérance, pour dire: «OK, on va peut-être pas embaucher des nouvelles personnes, mais on va essayer de trouver des solutions pour ne pas licencier». Là, aux États-Unis, c'est autre chose, hein, c'est vraiment le hire and fire. Mmh. Jusqu'au moment où je le vis moi-même. Parce que ma marque avait fusionné avec une autre, donc il y avait qu'une seule directrice générale qui pouvait rester. Celle qui est restée, bah, était beaucoup plus âgée que moi, déjà une seniorité, tellement plus importante qu'elle était pas virable et moi, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais la plus jeune directrice générale, bah, du groupe et c'était une évidence. Mais en 1 heure
en 1 heure de perdre son job et d'être obligé de laisser son téléphone et son ordinateur et tout ça, et you go. Pourtant, on s'est défoncé pour les équipes de faire les choses au mieux. Donc là, j'étais vraiment dans un creux comme jamais et, et aussi très rapidement. Et en plus, pendant la crise financière où personne embauchait. Et c'est là où je me suis dit, comment je vais faire? Donc, je restais quand même dans mon trou à un certain moment. J'ai pleuré, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Je trouvais ça injuste. Mais comme je suis quelqu'un qui a appris depuis l'enfance le côté positif, le côté entreprenant, euh, qui a beaucoup de croyances aussi, j'avais envie d'aller à la rencontre des autres. Et c'est là où c'était très, très intéressant de voir qui j'ai rencontré sur cette route. Parce que j'ai pas que rencontré des bonnes personnes. Sur Mmh. cette route-là, j'ai rencontré également des personnes qui étaient, je les appelle d'ailleurs dans le TED Talk, et je pense dans le livre, j'avais intégré aussi ces éléments, le guide nuisible. Ce sont des Mmh. gens qui sont ultra jaloux, qui veulent juste te casser, qui veulent juste pas que tu arrives sur ton prochain sommet, qui veulent juste que tu restes en bas dans ton gouffre et que tu remontes pas. Ils veulent vraiment t'écraser. Et là, Mmh. c'est génial, elle est en bas là, ouais. Et moi, je pouvais pas accepter ça. Mmh. Et j'ai retrouvé plein d'autres personnes. Donc, j'ai qualifié dans mon TED les différentes typologies de guides qu'on peut rencontrer dans sa vie. Mais l'ultime guide, je les ai appelés les guides Sherpa, qui sont d'une générosité incroyable, qui, comme les Sherpas dans la vie, dans l'Himalaya, accompagnent même les plus faibles pour arriver en haut du sommet parce qu'ils connaissent le sommet, ils connaissent la technique, ils connaissent la prouesse de la capacité à y arriver. Et dans la vie, je pense, il faut, pour perdre sa vulnérabilité très, très rapidement et rebondir vite, il faut rencontrer au moins un Sherpa dans sa vie. Au moins un. Ils sont pas nombreux, hein, ces guides-là qui nous prennent à la main. Et là, il faut avoir l'intelligence de pouvoir identifier qu'on a un Sherpa face à soi. Et ça nécessite une vraie ouverture d'esprit et une capacité d'accueillir peut-être des ondes, des personnes qui sont différentes de nous, mais qui ont beaucoup de choses à partager avec nous. Et moi, j'avais, par exemple, un professeur de l'ESSEC, Dominique Zardel. C'était l'ancien dean de l'ESSEC qui m'avait appelé et qui m'avait dit, Michaela, je pense que tu as une capacité pédagogique extraordinaire. Tu veux pas enseigner à l'ESSEC? Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire mon premier cours. Ça s'est extrêmement bien passé, donc j'en ai fait plus, 5 heures, 10 heures, 60 heures. Et, et c'est comme ça, grâce à un guide Sherpa, Mmh. qui m'a ouvert finalement les portes vers ce que je fais aujourd'hui, l'enseignement, les conférences, la pédagogie, l'enseignement aussi en école de commerce et être professeur. Donc voilà, aller au-delà d'un seuil qu'on Mmh. est capable de faire et nous sortir des trous, là, il nous faut des Sherpas. Et peut-être pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que probablement que dans ta manière d'être vulnérable et dans ta manière d'être authentique, mais par la vulnérabilité, il y a quelque chose qui a touché aussi, ce Sherpa, qui lui a donné envie de t'aider, et qui donc peut-être la vulnérabilité, c'est ce premier pas aussi pour se donner la chance, de toucher les autres et de recevoir de l'aide. En fait, il a une jonction entre 2 choses, hein. C'est, un Sherpa, il sent que par son expérience et expertise, il peut aider et il sent aussi que l'autre est volontaire de prendre, son aide et l'intégrer d'une bonne manière, comme une graine. Comme une graine que je Mmh. plante, je l'arrose et après de cette graine-là devient une jolie plante, peut-être un arbre, une fleur et le Sherpa le ressent, par sa sagesse, par, sa capacité de prendre la hauteur et souvent ce sont aussi des personnes, en tout cas c'est ce que j'ai vu, des personnes plutôt à la retraite qui ont déjà leur carrière derrière eux. Ils ont accompli beaucoup de Mmh. choses, des Ils ont grosses envie de transmettre, ouais. responsabilités Mmh. et là, ils sont dans le mode: «OK, je transmets, je transmets». Ouais, génial. Il y a quelque chose dans ce que tu as dit qui m'intrigue et je voulais l'explorer aussi un peu avec toi aujourd'hui, parce que dans ton livre, tu parles, d'écoute multidimensionnelle, avec le fait d'être Ouais. attentif, d'être ouvert, de construire des ponts, tout ce qu'on a dit. Et l'intelligence relationnelle, c'est créer des relations, des connexions authentiques avec les gens.
Et dans ce que tu viens de dire, quand tu parles par exemple des faux guides au niveau 1, j'ai l'impression que, alors je pense pas que ça soit une contradiction, mais je vois une tension que beaucoup de gens peuvent vivre, c'est comment on reste empathique et ouvert avec quelqu'un tout en sachant qu'il va pas nous aider dans notre projet, voire qu'il va essayer de nous desservir. Comment tu navigues un peu cette tension? Ah, ces situations-là, ils sont malheureux parce que parfois en entreprise, on choisit pas avec qui on travaille et Ouais. on peut parfois se retrouver dans une situation où on est amené à travailler avec quelqu'un à toute proximité, qui va pas nous faire du bien. Parce que il est justement un guide nuisible ou quelqu'un qui veut tout simplement nous casser. Ouais, ça m'est arrivé. Ça consomme énormément d'énergie. Comment on fait pour justement pour essayer de, tu vois, pour rester empathique et ouvert, pour tu vois, parce que ma conviction, c'est que quand il y a ce genre de comportement en face, ça vient Mmh. souvent tu vois, d'une insécurité profonde en face qui a pas été résolue, et du coup d'une personne qui se sent menacée dans son ego. Et heu, j'ai l'impression que par justement l'empathie, ouais, tu vois, je prends l'exemple de ma compagne qui est quelqu'un Mmh mh. qui est l'inverse de moi. C'est moi, je peux avoir un côté sanguin quand on me rentre dedans, tu vois, où tout de suite je peux Mmh. monter en pression parce qu'en fait, Mmh. je considère que je me sens attaqué, donc il faut que je me défende, et cetera. Mmh. Et en fait, elle, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est extrêmement posé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui lui crie dessus de manière injustifiée pendant 5 minutes et en fait, elle va rester totalement, tu vois, posée. Et en fait, la personne, naturellement, elle va redescendre et puis en fait, elle va réussir à rentrer dans la discussion et puis aller toucher la personne et puis derrière, ça se résout parce que du coup, il y a eu cette empathie, cette bienveillance, même face à quelqu'un qui te veut, entre guillemets, tu vois, du mal dans l'instant, ou en tout cas qui est une forme d'agressivité. Et donc voilà, moi ça me fascine, tu vois, je sais pas comment elle fait, parce que Ouais, ouais, c'est quelque chose que j'admire chez elle, ouais, mais ouais. tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une solution par là, quoi. Ce que tu évoques entre ta compagne et toi, d'ailleurs, je l'observe aussi dans mon couple, hein, parce que c'est un peu une situation assez similaire où je suis plutôt, voilà, le côté, très, dynamique et mon conjoint plutôt très, calme, très posé. Ça, pour moi, c'est plus lié à cette intelligence comportementale et la différence, déjà, comment on est naturellement dans la façon d'aborder l'autre. Je le travaille beaucoup en coaching avec, le DISC, par exemple, sur lequel je suis Mmh. certifiée et j'aime bien faire ça pour, dans une équipe, par exemple, où il y a des profils très, très différents, pour, amener à travailler ensemble, même si, au fond de nous, on raisonne pas de la même manière. Comme il y a ces profils qui sont, très rentre dedans, très autoritaires. C'est compliqué en soi de travailler avec quelqu'un qui, dans une équipe, a besoin d'obtenir des instructions beaucoup plus calmes, beaucoup plus zen, beaucoup plus stables, beaucoup plus lent. Donc Mmh. naturellement, si je sais pas ça et si j'arrive pas à m'adapter à l'autre ou à la volonté de m'adapter à l'autre, par méconnaissance de ces différences, ah bah, j'obtiens rien et je vais pétrifier quelqu'un Mmh. qui a besoin qu'on lui parle en calme, en, en écoute, il va plus agir. Et ça, j'ai vu, par exemple, quand j'ai dirigé moi-même des équipes, à partir du moment où j'avais la même consigne que je donnais, par exemple, demain, on a une grosse présentation à préparer ensemble. Hem, il fallait donner les instructions d'une manière différente à mes différents membres de l'équipe pour qu'ils me suivent. Donc, typiquement, celui qui dans le disque est qualifié comme stable, le Mmh. vert, bah, je lui dis: Alors «Voilà». peut-être réexplique très simplement le disque, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait la référence, mais Oui, moi je vois à peu près ce en que fait, c'est, ça mais ça peut-être ça en 2 mots. fait, référence à une science qui vient, d'il y a 100 ans, que William Marston, un psychologue américain, a identifié que dans la multitude des personnes qui sont sur terre, on a quand même des similitudes entre, 4 profils qui, en soi, réagissent, de manière assez similaire. Donc il a identifié 4 profils radicalement différents. Il y a ceux qui sont dominants, qui sont très, voilà, dans la présence, Un peu mais qui agissent fonceur, un peu leader, qui vert. On a qui qualifie avec la couleur rouge.
Après, on a ceux qui sont plutôt dans la stabilité, le vert, calme. Écoute, ceux qui sont bleus, qui sont dans la conformité, qui ont toujours besoin d'avoir beaucoup de chiffres, d'analyse pour Mmh. qu'on leur fixe un cadre, des règles très très voilà conformes. Et dernière couleur, c'est le jaune, d'influence qui est animé par la joie de vie. Donc ces quatre-là, c'est un peu les extrêmes. On est un peu un mix coloriel, hein, on peut avoir jusqu'à 3 profils et ne serait-ce que de connaître sa propre couleur et Mmh. ça nous aide ensuite à voir que l'autre, il est pas pareil et nous adapter. Donc là, on est dans l'adaptation et la volonté de s'adapter et là, ça peut marcher. Donc pour moi, pour répondre à ta question, comment est-ce que je veux pouvoir m'adapter à quelqu'un qui, est très différent de moi, où je sens: «Waouh, on n'est pas du tout sur la même planète». Déjà faire ce travail sur soi et identifier qui on est, quelle couleur on est. Par exemple, si on raisonne, schématiste, il y a plein d'autres, moyens d'élaborer ces profils, mais j'aime bien celui-là parce qu'il est assez simple. Et ensuite essayer de voir: «Ah oui, qui j'ai face à moi? Comment est-ce que je dois lui parler?» Peut-être, je dois lui parler un peu plus joyeux ou, je dois lui parler un peu plus lentement ou je dois lui parler avec beaucoup plus de chiffres pour qu'il comprenne mon message et me dit: «Ah, c'est génial! Finalement, finalement elle me comprend. Finalement, elle me demande ça d'une manière à ce que j'ai vraiment envie d'embarquer dans ce projet-là et de travailler avec elle». Et Mmh. ça change la donne et là, on devient hyper efficace en équipe. Dans ton livre, sur l'intelligence relationnelle, tu parles pas, forcément du bagou. Le bagou, pour moi, c'est une forme de charisme naturel, la facilité à prendre la parole, à avoir de la répartie. Moi, j'ai un exemple dans ma vie personnelle de mon temps chez Wavestone, donc une entreprise de conseil en transformation digitale, Mmh. et son CEO, c'est Pascal Imbert et c'est quelqu'un qui, pour moi, incarne, ce leadership par le bagou. Alors, il y a d'autres choses, hein, qui sont très inspirantes chez lui parce que c'est quelqu'un où il y a énormément d'exemplarité, il y a une vision, qui est assez profonde, lointaine, et cetera. Mais je garde le souvenir de Pascal comme quelqu'un d'accessible, de déconneur. Et je crois que beaucoup de gens chez Wavestone l'aimaient vraiment par ça. Mmh. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fidèles aussi à Wavestone parce que bah, ils sont fidèles du coup à son dirigeant. Ah, la Donc ce que je, personnalité, ouais. ce que je me dis, c'est que du bagou sans exemplarité, c'est une façade, c'est un peu mou, c'est un peu OK, on passe un bon moment, mais rien derrière. Oui. L'exemplarité sans bagou, c'est un peu plus invisible en fait, du moins Mmh. c'est un peu moins marquant. Donc ma question, et je sais que toi tu as un podcast où tu as interviewé beaucoup de CEO du luxe, donc dans Ouais, Luxury Luxury Talk. Leadership Talk. Ouais, Ouais. et ma question c'est: est-ce qu'on peut développer de l'intelligence relationnelle, sans avoir ce bagou naturel? Bah, moi, j'aime bien utiliser plutôt le mot des talents, parce que je pense qu'on a tous au fond de nous un talent qui nous anime, qui est vraiment, quelque chose qui nous drive, qui est notre socle sur lequel il faut qu'on développe, tout ce qu'on va faire au final. Mais la difficulté, c'est déjà de l'identifier, de savoir, qu'est-ce que c'est et de après lui donner, toute sa libre expression. Heu voilà, à partir de ce moment-là, je pense que je peux tout à fait, même si c'est pas forcément quelque chose qui est dans l'excellence, être, un modèle pour les autres parce que je montre, ce qui est en moi, ce qui est un talent, et qui invite finalement les autres aussi autour de moi de montrer leur talent, leur bagou, leur façon d'être Mmh. vraiment. Et donc oui, être le rôle modèle, mais rôle modèle plutôt de montrer son authenticité, d'ouvrir la carapace, de montrer qui je suis et d'introduire peut-être aussi dans une entreprise des choses qui étaient précédemment pas forcément, attendues ou Mmh. qui se pratiquaient pas. Et un exemple pour moi clair, c'est si je regarde au début quand j'ai intégré L'Oréal en 1999, mes dirigeants étaient la majorité des dirigeants étaient très autoritaires, hein, il faut le dire, hein. C'était vraiment très top down
Il y avait très peu de capacité de voilà faire des choses côté personnel, remonter aussi des idées. On hésitait vraiment parce que ça pouvait être mal interprété. Ouais. La vie personnelle, on la faisait pas trop rentrer. Il avait quand même une segmentation entre les deux. Aujourd'hui, je pense, un bon dirigeant, il, il, il invite ses collaborateurs à s'ouvrir, à partager aussi ses passions, de parler de sa vie personnelle. Et avec ça, il arrive en fait à créer un niveau de travail, un niveau de connexion avec ses collaborateurs qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus d'ailleurs aligné aussi à ce que la Gen Z attend d'une Ouais. entreprise désirable pour laquelle j'ai envie de travailler, d'un dirigeant pour lequel j'ai envie de me donner à fond, à fond, à fond, à fond, parce que il partage son ADN, il partage ses passions, il m'invite à les partager aussi. Et du coup, on travaille dans le plaisir, on travaille dans l'envie, on travaille Mmh. dans la joie. Ça peut être un peu à double tranchant aussi, si je m'ouvre et que je décide de enfin, donner ma voix, dire ce que je pense sur un sujet et qu'on me claque la porte, ça peut être un point un peu de tension, de frustration. Alors tu dis claque la porte, il faut jamais claquer la porte comme ça parce que si Mmh. effectivement j'ai commencé à construire une politique ou une philosophie d'entreprise où j'invite les collaborateurs à soumettre leurs idées et après je claque la porte, ça veut dire je deviens incrédible. Mmh. Je suis la contradiction percée dans mes actions. Dans ce cas, à partir du moment où je décide vraiment de bâtir une culture d'entreprise où les collaborateurs peuvent apporter leurs idées, ben, il faut aller jusqu'au bout, les recevoir et faire le tri pour ensuite aussi expliquer de manière plutôt pédagogique pourquoi telle ou telle idée n'est pas Mmh. forcément la meilleure et pourquoi telle ou telle idée on peut retravailler. Et ça se fait dans une collaboration et pas dans un monologue où finalement celui qui est en haut, il claque la porte. Mmh mh. Hem, pour moi, c'est dans la manière de faire que ça se joue. Ça ne veut pas dire que le dirigeant n'est plus dans la mesure de décider. Non, pas du tout. C'est quand même celui qui décide au final. Sinon, il serait pas le patron. C'est pas le collaborateur qui décide. Le collaborateur, il apporte les idées et ensuite, on écrème et on réfléchit ensemble quelle serait la meilleure solution pour ensuite décider au final. Et Mmh, je ce vois. qu'on n'a pas retenu, j'explique pourquoi au lieu de claquer la porte. Mais ce que tu disais sur le fait de s'ouvrir, me fait penser à une phrase que j'avais lue quand j'étais ado. C'est quelqu'un de moi plutôt très introverti, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais envie d'être cool, tu vois? J'avais envie de faire partie des gens Mmh. cool et il y avait une phrase qui m'avait marqué, que être cool, c'est être complètement soi-même. C'est faire le truc qui te plaît et l'assumer totalement et il y a beaucoup de ça, je trouve, Ah, dans ce c'est que tu dis. marrant, C'est le c'est côté, marrant. en fait, tu vois, aller au bout de soi-même, de qui je suis, Ouais. presque en enlevant les filtres et ça, en l'assumant pleinement, bah, du coup, les gens, ils vont se dire, je sais pas, ça peut même prendre la forme d'une tenue un peu folle, et cetera. Mais quand tu vois quelqu'un marcher un peu en tenue, qui sort de l'ordinaire, mais en fait Mmh. totalement assumé et tout, tu te dis: «Ouais, mais en fait, c'est cool», tu vois? Donc je trouve qu'il y a un peu C'est ce marrant côté-là, tu ça. vois? Accepter d'aller au bout de soi-même. Ça me fait rire parce que ma fille, elle a 10 ans. Avant-hier, elle m'a dit: «Maman, tu sais, il y avait plusieurs étapes dans la vie». Hem, il y avait, l'étape où j'étais sélectionnée pour, une très, très bonne chorale en France dans laquelle elle chante toujours. Ça l'a OK. marquée. Heu ce qui une autre étape dans sa vie, c'était, quand elle a franchi le sommet du Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion à OK, l'âge génial. à l'âge de 6 ou 7 ans. Ça l'a marqué d'être au sommet d'un grand volcan, arriver, comme, voilà, enfant et et là, on est dans une étape cool, elle m'a dit. Et là, je me suis dit: «Bon, OK, alors c'est quoi être cool?» Donc je me suis vraiment intéressée à ce mot cool et pour moi, être cool est plutôt je suis les autres dans le coolness. Elle m'a montré comment il faut marcher, en fait, pour être cool. Donc en fait, ça se fait comme ça pour être cool et pour moi, c'est presque l'opposé, en fait. Ouais, c'est l'opposé, je pense. Voilà, pour moi, Mmh. c'est vraiment l'opposé. Hem, être cool, ça veut dire que je suis les tendances que certaines personnes influentes, les vrais leaders d'ailleurs, mettent en place
pour que les autres aient envie de suivre et ils embarquent suffisamment de personnes pour suivre cette tendance. Ça peut être vestimentaire, ça peut être là une façon de marcher, ça peut être ce que je mange. Voilà, c'est cool d'être vegan, par exemple. Je suis la tendance que les trendsetters, peut-être les influenceurs me montrent. Moi, j'aime pas le côté cool, en fait. Parce que Mhm. ça m'enlève tout ce qui est unique en moi. Ça m'enlève ma liberté de décider ce à quoi je crois finalement, ce qui est bon. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, écoute, quand tu fais quelque chose que tu considères comme cool, réfléchis si pour toi c'est encore aspirationnel. Est-ce que c'est quelque chose encore qui te plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui représente toi, tes talents et tu as envie d'être comme ça? Au lieu d'adopter un comportement cool juste pour faire partie d'un clan. Dans ton livre, tu proposes donc ces 30 règles d'or qui sont beaucoup basées sur la science aussi. Donc tu découpes chaque chapitre en expliquant un peu la règle et pourquoi ça Mmh. marche d'un point de vue scientifique. C'est ça. Mais tu inclus aussi l'intuition dans ton schéma d'écoute multidimensionnel. Mmh. Euh, et parfois, l'intuition, ça contredit toutes les règles. Par exemple, tu as une règle qui est observer avant d'agir, mais parfois, moi, mon intuition me dit fonce en fait. Maintenant, c'est le bon moment. Donc, quand tu as un peu l'intuition qui est la méthode, tu vois, qui rentre en conflit, qui gagne, parce que l'intuition, par définition, ça s'explique pas, elle suit aucune règle. Voilà, comment on fait confiance à son intuition tout en impliquant la méthode? Tu vois, je sais pas comment tu navigues toi ce conflit-là. Mmh. Alors, l'intuition pour moi, c'est cette petite voix et cette petite flamme en nous qui parle à un moment donné, qui nous passe des messages. Hem, L'erreur, ça serait de ne pas lui laisser de la place parce que souvent notre intuition, elle nous dit beaucoup de vérité. Mhm. Donc ça nécessite un certain travail sur soi-même pour autoriser cette voix intérieure de s'exprimer suffisamment pour qu'elle gagne de l'écoute. Parce que ça peut être complètement antinomique, hein. Les autres n'entendent pas cette voix. C'est juste toi qui entends la voix et qui entends aussi les voix des autres autour de nous, hein. Donc c'est ça un peu, l'approche multidimensionnelle. Dans le luxe, un secteur, pour lequel j'ai pu travailler pendant 20 ans, parce que j'ai accompagné et travaillé moi-même dans beaucoup, beaucoup de grands groupes, hein, que ça soit, accompagnement de Chanel, de Dior, de Louis Vuitton, de Tiffany, Hermès. Ils sont tous passés par mes petites mains, en conférence, en formation et j'ai observé, j'ai vu que les grands créateurs qui sont à l'origine de ces marques quand même qui existent depuis un siècle, 2 siècles, 3 siècles, ont tous dit: «J'écoutais ma petite voix, j'écoutais mes intuitions». Ça veut dire que je me suis laissé la liberté d'écouter mon vrai talent, qui est au fond de moi et si j'avais pas écouté, j'aurais pas pu créer une marque qui perdure pendant si longtemps avec des vrais codes et c'est ça pour moi aussi le luxe, en tout cas pour une marque iconique ou une maison iconique, elle a des codes, elle a une vraie expression, elle a un vrai caractère et imaginé par une personne qui était à l'origine. Et je pense aujourd'hui, si on transpose ça vers, par exemple, un start-upper qui va créer son start-up basé sur une idée, c'est très important que dans son entrepreneuriat, il écoute sa petite voix, son intuition, au lieu de uniquement, je dis pas, il faut les éliminer complètement, mais au lieu de uniquement regarder ce que disent les études, les bouquins, les statistiques, les personnes autour de nous, les investisseurs, enfin, toutes ces personnes-là qui peuvent nous influencer dans notre choix, c'est bien de les écouter, c'est bien d'écrémer et après, je le mélange avec ma petite intuition et je me dis: «C'est finalement, c'est mon juge final». C'est mon juge final sur le go ou no go. Mmh, super intéressant. Comment tu cultives toi ce côté, écoute de ton intuition personnellement dans ta vie? Alors, avec le temps, là, j'ai dépassé les 50 ans, j'ai appris à écouter de plus en plus cette intuition. Au début, quand on est encore dans la phase d'apprentissage, hem, je lui ai laissé peut-être moins de place parce que j'étais plus dans l'optique, il faut que j'apprenne des autres, hein. Donc j'absorbe comme une éponge. Hem, mais aujourd'hui, comme j'ai appris beaucoup de choses et je continue à encore apprendre et heureusement d'ailleurs et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, mais j'ai appris à donner plus de place aujourd'hui à mon intuition qui me guide. C'est vraiment mon guide aujourd'hui et
Et ça peut être une petite voix spontanée qui me dit maintenant, bah c'était pas forcément prévu, mais maintenant tu peux le faire. Vas-y. Et ça introduit après dans une vie plus de spontanéité, plus de réactivité aussi à certaines choses et plus de joie finalement, parce que c'est plaisant d'écouter sa petite voix, son intuition, parce que du coup on est aligné, complètement aligné. Ouais, C'est pour ça résonne. l'authenticité. Ouais, ça résonne totalement. Tu vois, moi, dans ce que je partageais tout à l'heure, avec un peu ce besoin de performance, d'être le meilleur, etc., qui m'a accompagné pendant longtemps. Du coup, quand t'es comme ça, t'absorbes un peu parce que tu te dis que t'as besoin de connaissances. Je me Mhm. disais que j'avais besoin de connaissances pour absorber les meilleurs inputs, les meilleurs tips, et puis finalement pour faire enfin les meilleures choses possibles. Mais du coup, quand tu fais ça, et pendant très longtemps dans ma vie, j'ai navigué pas mal avec les injonctions extérieures. C'est-à-dire que, en fait, pour faire une chose, tu as 10 manières de faire. Et si tu raisonnes que intellectuellement il y a telle personne qui a dit qu'il fallait faire comme ça, il y a telle personne qui fallait faire comme ça, en fait, tu vas te retrouver bloqué dans toutes les injonctions contradictoires. Et pour moi, c'est à ce moment-là où tu commences à avoir du chaos mental et de te dire, en fait, là, il y a trop de trucs qui se contredisent. Qu'est-ce que mon intuition me dit moi? Et c'est à Exactement. ce moment-là, quand j'ai commencé à reconnecter à ce genre de choses, que d'un seul coup, il y a un chemin qui se Mm. dessine. Et c'est comme ça que tu arrives à trancher finalement sur le chemin. Et ça, si tu t'autorises à faire ça, c'est comme une paix intérieure. Mmh, Donc ça veut pas dire que c'est je vrai. suis calme, hein, pas du tout ça, hein. Je peux garder, mon énergie, hein, mon dynamisme, mais cette paix intérieure de sentir: «OK, toutes les décisions que je prends, ils sont complètement alignés avec mes convictions, avec mes valeurs, avec, ce que je crois vraiment, ce que je crois est juste», hein. Moi, je crois énormément à la justesse des choses. Hem et si je dois prendre à l'opposé une décision qui n'est pas alignée avec moi-même, on est déjà en conflit avec soi-même. Et là, je commence à me C'est vrai. détester. Je commence à Mmh, être frustrée. Je commence à me dire: «Je perds du temps». Mais combien de fois j'entends quand je suis dans une entreprise, où j'interviens, je forme, je coach et les gens me disent que je perds du temps là où je suis. Encore hier, je l'ai entendu et je me dis: «Mais non, la vie est trop courte pour perdre son temps». Hem Et donc il faut d'abord les premières années vraiment apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais assez rapidement être très sincère avec soi-même, trouver sa voie, et laisser son intuition parler, l'écouter, pour nous guider vers, les bonnes décisions, les micro-décisions et rester sur ce chemin-là que je trace vers, mes différents sommets que je grimpe. mmh, totalement. Hem, le développement, de l'intelligence relationnelle avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est un processus, qui est graduel, qui est personnel. Il y a quand même souvent un moment de prise de conscience où on réalise qu'on n'est plus la même personne, qu'on a changé, et que ça impacte notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Est-ce que pour toi, il y avait un moment précis, un moment où tu as réalisé, «Ah, je suis plus la même, je suis plus la personne que j'étais»? Ouais, je sais pas si ça t'inspire? Alors pour, être, sincère, j'avais pas l'impression d'être, d'avoir été en rupture avec moi-même. Hem, Heureusement d'ailleurs. En tout cas, j'ai eu une enfance extrêmement joyeuse, hein, très positive, donc j'avais pas besoin d'être en rupture. Je Mmh, constate ce que tu décris beaucoup auprès des personnes qui ont vécu une enfance très douloureuse, très difficile, par, des parents qui étaient, déjà pas bien, en eux-mêmes et qui pouvaient pas leur donner de l'amour, nécessaire à leurs enfants donc et là, j'ai besoin de sortir de là, de fuir, d'un environnement nocif pour me créer ensuite un environnement positif. Pour moi-même, c'était pas le cas et heureusement, j'ai pu vraiment rester dans l'alignement parce que j'avais toujours des parents qui m'ont soutenue, qui m'ont dit: «Michaëla, fais ce à quoi tu crois». Fais ce qui te fait plaisir, hem, mais si tu le fais, fais-le bien et ce conseil, notamment mon père, un vrai guide en fait pour, moi, m'a jamais mis une pression, mais m'a donné plein de conseils que j'ai pris avec plaisir. Donc, j'avais pas besoin de fuir et de quitter, un chemin, mais j'ai senti qu'avec le temps,
je me rapprochais de plus en plus vers mon vrai terrain où je suis complètement dans l'excellence par une un overlap absolu entre le talent inné que j'ai et ce que je dois faire pour gagner ma vie. Et ça, c'était étape par étape, notamment sur la prise de parole en public. Quand j'étais en entreprise, j'avais pas encore la totale liberté de m'exprimer, mais je faisais déjà beaucoup de présentations. Par exemple, chez L'Oréal, on m'a confié beaucoup de présentations, des nouveautés, des nouveaux produits qui sortaient face aux commerciaux. Et à chaque fois, c'était le show. On m'a pas demandé de faire le show, mais je l'ai fait quand même. Parfois, je disais même pas ce que j'allais faire. Parfois, je me suis déguisée. C'était la fête totale. Parfois, je sautais sur des tables pour défendre mon idée. Euh, à la grande surprise de tout le monde, ça se faisait pas, mais je l'ai fait quand même parce que j'avais envie de casser les codes, de créer de la surprise. Et à un moment donné, je me souviens, il avait une nouvelle collection qui était un peu avec les codes de l'Amazonie, de la jungle. J'ai venir de Truffaut, des palmiers, et j'ai décoré en coopération avec mon assistante. On a fait venir des palmiers dans toute la salle de réunion où il y avait les centaines de commerciaux qui étaient invités, et donc ils rentraient dans une salle de réunion avec des palmiers. Moi, j'avais mis mes bottes de marche parce que j'adore l'aventure, j'adore voyager. Je suis heureuse quand je suis dans la jungle, donc j'ai mis mes bottes de marche, mon moustiquaire sur la tête, et je suis rentrée comme ça pour présenter une nouvelle collection chez L'Oréal. Alors, je peux te dire que ça l'a surpris, c'était mémorable, et du coup, c'était une des collections qui se sont les mieux vendues. Et je me suis rendu compte, le plus je fais le show, le plus je suis disruptif, le plus j'arrive à embarquer mes commerciaux avec moi, le plus ils vont vendre. Et on commençait à me dire, mais Michaela, toi, t'as une telle capacité oratoire d'embarquer tous les commerciaux avec toi. Bah, il faudrait que tu fasses la télé ou la radio, ou tu ailles au-delà, tu fais des conférences. Et ça a mis quand même, voilà, des années, une dizaine d'années avant que je décide de me mettre finalement à mon compte et de me libérer de ces contraintes peut-être d'entreprise où j'avais malgré tout quand même à respecter les consignes tout en Mmh. haut. Et dès que je pouvais créer mon entreprise Mercvision, c'était en 2010, là, j'avais comme une libération de ces talents-là qui se sont montrés au fur et à mesure. On me faisait des remarques quand même régulièrement. Et là, c'était comme une lettre à la poste, hein. C'était une évidence que, voilà, moi, je vais me développer dans le monde de la conférence, dans le monde de la formation, dans la transmission, dans l'embarquement des autres, dans la motivation, dans l'inspiration, tout ça. Et bah, aujourd'hui, je suis comme un poisson dans l'eau. Je navigue dans cet univers qui me fait de la joie chaque jour. Et j'ai pas Mmh. l'impression de travailler. J'ai l'impression voilà, de vivre une passion et de porter cette passion aux autres. Mmh. Génial. Je pense que c'est une bonne, une magnifique conclusion de soi, complètement, pour pouvoir apporter ça au monde, c'est parfait. Peut-être quelques petites questions de fin pour qu'on clôture ensemble cet épisode, Mmh. que j'aime bien, poser. La première, c'est, comment tu apprends des choses? Hem, alors technique d'apprentissage, j'aime bien faire. Mmh. Il faut que je fasse. C'est pour ça que dans mes formations et dans les conférences, je fais faire. Je crois énormément à l'interaction, donc c'est jamais du top down, mais j'enseigne comme j'aime bien apprendre. Et donc toutes mes interventions sont multidimensionnelles et multisensorielles. Ça veut dire que je parle, j'ai quand même des slides, j'ai des films, j'ai des interactions, j'ai des choses drôles, j'ai de la science, j'ai des touchés, j'ai des surprises. Et voilà. Et tout ça, ça touche à un maximum de sens. Et c'est ça ce qui augmente la capacité de retenir, pas uniquement pendant 1 heure ou un jour ou une semaine, peut-être à vie. Mmh. Génial. Est-ce que tu as un livre, à recommander? Alors pas forcément, en lien avec l'intelligence relationnelle, mais un livre qui t'a marqué, que tu veux partager? Euh,
C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de livres différents qui me trottinent dans la tête. Heu, alors les livres qui sont effectivement complémentaires par rapport aux livres que je viens d'écrire sur le pouvoir de l'intelligence relationnelle, c'est déjà Le pouvoir de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Qui lui est, celui c'est pas lui qui a créé l'intelligence émotionnelle, mais c'est lui qui a écrit beaucoup de livres sur l'intelligence émotionnelle et qui permet déjà de creuser en soi-même, qui on est, de prendre du recul par rapport à nos propres émotions, de faire cette régularisation de notre état émotionnel et pour moi, c'est une très jolie complémentarité, parce que pour moi, c'est un peu le prérequis de toute capacité d'aller vers l'autre, voilà, de se connaître soi-même. Il a écrit plusieurs Mmh. livres. Ouais, je trouve que c'est ça qui est chouette dans ce qu'on a exploré là, c'est que ça va dans les 2 sens, en fait. Il y a l'exploration de soi, par soi-même et puis il y a les autres qui te permettent aussi de te renvoyer des choses sur toi-même. Mmh. C'est D'ailleurs, le cette mot dualité qui est complémentaire. relationnel, hein, ça vient du mot recere, c'est, relatio, la capacité d'établir une relation avec autre chose, avec une autre personne et comme ça devient un peu une osmose entre une autre personne pour mieux la comprendre, pour mieux, interagir de manière efficace, avec, voilà, quelqu'un qui n'est pas comme moi. Génial. Où est-ce qu'on te retrouve, Michaela, pour les gens qui veulent, te contacter, te suivre, voir ce que tu fais, Où est-ce qu'on te Alors, trouve? 1re chose, on peut me connecter sur LinkedIn, donc tout simplement en tapant mon nom, Michaela Merck. Michaela avec un CH, Michaela parce que c'est allemand. Merck, pas Merkel comme, l'ancienne chancelière, mais Merck, M-E-R-K. Et mon site web, c'est tout simplement mon nom également. Donc michaela-merck.com. Donc ça c'est le LinkedIn, on peut me trouver sur mon site web. On peut me trouver aussi en tapant mon nom sur YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube. On peut me trouver également, sur, mon podcast si on tape Luxury Leadership Talk, soit en version audio sur toutes les chaînes, podcast, que ça soit Apple ou Deezer ou Spotify, mais aussi en version filmée. C'est ce que je préfère parce que je suis toujours chez le dirigeant, soit dans son entreprise ou son bureau ou chez soi, avec des caméras. Donc ça se trouve sur YouTube, tout simplement, Luxury Leadership Talk et on me trouve aussi sur Amazon. Donc, en allant sur Amazon et on tape, le titre de mon livre, donc Le pouvoir de l'intelligence relationnelle, on va y accéder direct, ou bien, dès janvier en anglais, pour ceux qui maîtrisent, moins bien le français et pourront avoir accès à la version anglaise dès janvier. Génial, parfait. Bah, écoute, je te remercie, infiniment pour cette discussion. C'était passionnant. On a exploré, plein de choses, on est parti dans plein de directions, mais c'est aussi ça la magie de la discussion, en live. Je te remercie pour, ton honnêteté, ta transparence, ce moment-là qu'on a passé ensemble Mmh. et Et moi, pour tous ceux Thomas, je qui te remercie pour tes très, très bonnes questions. D'avoir créé cet échange en intelligence relationnelle finalement, parce que c'était ça et cette, agréable, manière de, voilà, de confronter nos idées, nos visions, nos anecdotes et peut-être et j'espère au service des autres, hein. Le but, c'est que ce soit le plus utile, possible et donc voilà. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez apprécié l'épisode, bien sûr, n'hésitez pas à laisser, 5 étoiles, un commentaire, à nous envoyer un message, que ce soit à moi ou à Michaela, s'il y a des choses qui ont résonné avec vous. Merci pour tout ça, Michaela et à très bientôt, tout le monde, sur un prochain épisode de Intelligence humaine. Voilà.